Bonjour à tous et bienvenue sur MGG pour cette nouvelle rétrospective consacrée à la Blast 2022. Je suis accompagnée de Benji, évidemment. Comment vas-tu, Benji? Chaud patate. Chaud patate, ouais. Ça y est, une première semaine de compétition, t'as bien aimé? Comment ça s'est passé? La saison a repris, il y a eu pas mal de belles surprises. Là, ça va continuer à partir de demain, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Mais ça va évoluer très au chaud. cours du week-end, t'as raison de le préciser. De l'autre côté du ring, il y a mon cher Oni. Comment tu vas? Bah écoute, super bien comme d'habitude. Personnellement, oui. Bah écoute, comme je disais juste avant la semaine dernière, c'est que ça fait du bien. On n'avait pas de CS depuis un moment déjà via le player break. Les blasts reprennent, du plaisir, des surprises, mais surtout content de retrouver tous les copains casters ensemble dans une même room. Ouais, c'est vrai que du coup il y a eu pas mal de surprises, on va revenir un petit peu dessus. Avant peut-être faire un point, vous avez casté, vous avez pu caster quel match, lesquels ont été des bangers, absolument tous. Moi j'ai casté il y avait tous qui, tu étais là du début jusqu'à la fin, il y avait qui ouais. il y avait qui dans le roster finalement? Dans le roster, je me souviens que de moi. Ouais. Je me souviens que de moi. Ouais, non, bah il y avait nous deux. Alors CND a fait son apparition aussi. CND a fait son apparition pour. Sur un match Vitality au hasard? Il a fait 6 matchs en tout. Il a fait 6 matchs, ouais. Il a fait 6 matchs. Et il y avait du match Vitality. Non, il a fait 5 matchs, il t'a arnaqué d'un match, je crois, le premier jour. Ah, peut-être, ouais. Mais ouais, il était là le boss. Et donc, on était nous trois. Il y a eu qui encore? Non, c'est tout. Ouais, c'est vrai, c'est tout. Moi, j'ai fait tous les matchs, la moitié avec toi et l'autre moitié avec Sendé. Voilà, exactement. Incroyable. Ouais. Ça va, t'es pas trop éreinté? Je le servais en bouillie, je me souviens plus comment s'est déroulée la première semaine, donc je fais confiance. Parfait, donc on est vraiment dans les meilleures conditions et les meilleures tout à dispositions fait. pour passer 1h10 ensemble, génial. T'inquiète. Petit point sur le groupe A, relativement dominé par G2, on va y revenir sur un premier match face à Complexity, un 16-12 sur Nuke qui est du plus bel effet. On va peut-être repartir après coup sur une analyse simplement de l'implémentation de Xtase dans ce roster et des différents changements qui ont pu du coup être efficients et qu'on a pu retrouver au sein de ces premiers matchs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier match contre Complexity, Benji? Bah écoute, déjà des G2 c'est agréable à regarder, hein, finalement, l'intégration de Alexis qui s'est très très bien passée. l'IGL du coup. Ouais, exactement, le leader in-game. Après voilà, maintenant, comme on l'a dit, mais je pense qu'on va faire le même bilan avec toutes les équipes, c'est-à-dire que c'est une première phase, c'est un début d'année, il y a eu uniquement des BO1 jusqu'à présent, donc on va pas faire de plan sur la comète. Là, voilà, pour l'instant, c'est une première esquisse du niveau, on va dire, des équipes sur ce début d'année. On attend vraiment ce que ça va donner en BO3, mais pour l'instant, G2, c'est convaincant. Ouais, en fait, c'est vrai que les commentaires HLTV se sont enflammés. Oui, ils cessent de mettre en épingle certains joueurs. Il est bon de rappeler que de fait, ce sont des BO1, que c'est pas forcément représentatif du niveau global des équipes. En tout cas, on l'espère pour Navi, du coup. Pour ce qui est, du coup, aussi de tout simplement l'arrivée d'Xtase dans ce roster et la reformation autour de ce nouveau coach. Est-ce que tu penses qu'il a eu un impact aussi impactant, Xtase, sur les nouveaux joueurs qui sont arrivés, notamment Monesi? Oui. Bah alors le truc c'est que Xtase via Monesi, d'ailleurs, on y reviendra je pense aussi du cas de ce jeune joueur. Xtase a eu la chance de pouvoir déjà s'essayer à former des petits jeunes, des petits jeunes dans un roster tier 1. Donc il l'a fait avec Kyojin, il l'a fait avec Mizuta. Maintenant il se retrouve avec Monesi. Je pense joueur beaucoup plus talentueux peut-être, en tout cas avec une marge de progression plus énorme que les joueurs qu'il a eu chez Vitality. La patte Xtase, voilà, c'est le cadre, c'est la sérénité, c'est le fait de poser le jeu et surtout c'est aussi du caractère et on en parlera je pense de ce caractère de ces G2 lors notamment du match contre les NIP. On a eu droit vraiment à, je pense, une petite touche de Xtase. Après, sur Inferno, le 16-6 non, alors c'était pas sur Inferno, c'était plus sur le second match où ils ont fait une superbe remontada. En finale, non? Alors c'était en finale, ouais. C'était la finale du match. Franchement, ça a été incroyable. Et c'est justement ce type de match qu'on attend de la part de ces équipes-là. C'est au-delà du fait d'être bon. On s'attend à ce qu'il y ait du caractère dans ces équipes. Et aujourd'hui, G2 a montré d'entrée de jeu qu'ils avaient du caractère, que peu importe le match, même en BO1, face à des plus petites équipes, ils étaient présents. Et quand dans la difficulté, ils arrivent à répondre quand même et à revenir. Donc ça, déjà, c'est de bon augure pour la suite. Je pense même que l'équipe vit bien ensemble, même avant l'arrivée d'Xtase, parce qu'il y a encore ce corps avec Hunter, Nico et Jax. On sait que c'est 3 joueurs qui s'apprécient énormement. On a vu également des petites images entre Jax et Monesi, le français qui a intégré ils dansent ensemble. le Riz, ça danse ensemble, ça chante ensemble, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, Alexis, lui, c'est quand même un leader finlandais un petit peu froid, un petit peu plus en retrait, donc je ne sais pas à quel point il va pouvoir s'intégrer et à quel point il va se fondre dans cette ambiance. Mais c'est vrai que globalement,
globalement, je pense que si Xtase veut partir sur le même plan qu'il a fait avec Vitality, dans cet esprit de famille, je pense que ça va rouler tranquille. Ouais, c'est vrai qu'Alexib, il a donné une interview à HLTV il y a quelques jours, il me semble, où il parle justement du caractère assez indépendant de Nico et Hunter Ouais. dans leur gameplay et qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'infrastructurer le lead dans cette équipe, en tout cas pour ces deux joueurs-là. C'est quelque chose qu'on a ressenti sur les matchs contre NiP durant tout le Oui, parce que c'était le cas même avant, c'est-à-dire qu'il avait employé le terme micromanagement, et Ouais. c'est vrai que c'est des joueurs, en fait, tu n'as pas besoin de les surveiller, de les mener à la baguette sur les rounds. Tu pars sur un plan de jeu, eux, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils font leur truc, et puis après, ça se passerait très bien, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une charge en moins quand même pour un leader. Hein. Et c'est lié à quoi, vous pensez? Juste au caractère des joueurs ou plus au caractère de l'équipe, du coup? Bah, en fait, je pense que Alexib était chez OG, et le problème, c'est que dans cette équipe des OG, il y avait un point noir, c'était justement ce micromanaging. On sentait qu'il se passait rien. Donc, vraiment, sur la scène professionnelle sur Counter-Strike, il faut savoir que chaque chose entraîne une réaction. C'est comme le dit si bien Evie, donc assistant coach de EG. Le Counter-Strike, c'est comme les échecs. C'est du tour par tour. Chaque joueur qui fait quelque chose va enchaîner quelque chose de l'autre côté qui enchaînera quelque chose, en fait. Et chez OG, il n'y avait pas justement cette espèce de ping-pong. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose, mais derrière, de leur côté, il ne se passait rien. Et maintenant qu'il arrive dans un roster tier 1 avéré, il se passe des choses tout le temps. Les joueurs savent réagir tout seuls. Et ce côté-là de Hunter et Nico qui n'ont pas besoin justement d'avoir le call du lead ou quelqu'un qui les force à faire quoi que ce soit parce qu'ils savent naturellement le faire, bah, du coup, ça leur apporte un gros bonus. Ouais, c'est assez évident. On parle, du coup, on a parlé de Jax, on a parlé de Nico, de Hunter, on a parlé d'Alexib. On n'a pas forcément parlé de Monesi. C'est son premier major, si je ne m'abuse. Premier tournoi de tier 1, Alors, ouais, exactement, c'est ça. à très très haut niveau. Du coup, il sort d'une écurie quand même académique. Comment ça se passe, cette transition, selon toi? Bah, apparemment, ça se passe plutôt pas mal. Alors après, c'est vrai que c'est son premier tournoi de tier 1, on va dire, mais en Face It, il jouait quand même pas mal contre et avec des joueurs professionnels. Et je l'ai trouvé, écoute, déjà parfaitement bien intégré. Il n'a pas été exceptionnel, mais il a été bon, quoi. Il nous a proposé des très belles choses. Autant la WP qu'au scout qu'au rifle, parce que c'est également un excellent rifleur. Donc, ce petit doublé au scout, là, par exemple, sur Inferno, c'est vrai qu'il m'a fait bondir. Il était rapide, surtout sur le deuxième. Donc, non, c'est de bon augure, en tout cas. Son intégration se passe bien et réussit. Reste à savoir maintenant sa marge de progression et jusqu'où il pourra aller. Ouais. Alors, on sait que le profil sniper chez G2, ça a toujours été aussi une petite brèche dans l'armure. Est-ce que vous pensez que ça va être compensé du coup avec l'arrivée de Monesi? Comment vous percevez la chose? Bah, clairement, aujourd'hui, Monesi est jeune, mais Monesi est très fort. Ouais. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que on se doutait déjà du talent qu'il avait. Maintenant, dans une équipe comme G2, qui veut aller chercher les 3 premières places, si ce n'est la première place internationale, il faut rentrer dans un système complet. Et c'est là où la gymnastique est difficile. Comment arriver à intégrer Monesi pour exploiter son plein potentiel dans un roster avec des plans de jeu. Et c'est là où il faut justement trouver, via Xtase, via l'assistant coach également, trouver justement la bonne dynamique. Et on a vu déjà que Monesi, malgré son jeune âge, il arrivait à tirer son épingle du jeu individuellement, il arrivait à se placer. Et d'ailleurs, j'ai même vraiment remarqué, on en reparlera par rapport à Navi, puisque j'ai l'impression qu'il joue un peu à la simple. Ouais. C'est-à-dire qu'il suit son trio de tête, il suit très bien son trio de tête. Dès qu'il y a un call, il n'est jamais passif. Il est toujours actif et il est toujours dans une phase, que ce soit en attaque ou en défense, dans une phase de punition. C'est-à-dire que même s'ils attaquent, tu vas voir que Monesi va bien se placer. Et déjà, pour son jeune âge, je trouve que c'est vraiment exceptionnel parce qu'on voit beaucoup de snipers dans le tier 1 qui ne le font pas. Et on parlait de micromanagement, justement, c'est vrai qu'avec Monesi, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si c'est son insouciance, sa jeunesse ou sa confiance, mais il a pris beaucoup d'initiatives individuelles, notamment en défense. Sur Inferno, on dit souvent que c'est une carte difficile pour un sniper, parce que c'est une carte assez fermée, assez compacte. Et il prenait des initiatives dans le middle, au niveau de la banane, et ça se passait plutôt bien globalement. Donc ça aussi, je pense que c'est encourageant et rassurant pour cette équipe. Est-ce que c'est le profil de ce joueur, ce genre d'anecdote dont vous parlez, et le fait que tout simplement on puisse montrer autant de zèle alors qu'on est un jeune joueur, c'est aussi représentatif du fait qu'il n'avait pas forcément de pression? On sait que ça peut être une pression, une grosse première expérience T1 pour un jeune joueur. Est-ce que cette pression, vous pensez qu'il l'a vraiment vécue? Est-ce qu'il l'a vécu comme on avait pu le vivre du côté de Mizuta? Je sais qu'il avait parlé dans ses premières années que c'était un peu compliqué à gérer. Est-ce que c'est le cas aussi pour Monesi? Est-ce qu'il donne l'impression, en tout cas, que c'est difficile pour lui? Alors, je pense
Pas vraiment, en tout cas pas pour le moment. La vraie expérience du tier 1 se fera en LAN, Ouais, bien devant un public. C'est là C'est le où facteur qui change voilà, tout, c'est ouais. le facteur X. C'est le seul facteur X qui peut, je pense, en venir embêter un petit peu cette jeunesse, cette fougue qu'il a, parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant pour un jeune joueur. Maintenant, il a les coéquipiers pour. Il a les coéquipiers pour, et on l'a vu dans certaines vidéos où Jax justement s'amuse un petit peu avec lui. On le voit un petit peu que m0NESY est en retrait, il a encore tout, voilà, cette comment dire, voilà, il n'est pas totalement relâché. Ouais, voilà, il n'est pas totalement relâché, il est encore vraiment jeune, mais il a en tout cas l'entourage qui ne va pas simplement le laisser de côté. Ils vont l'inclure dans le groupe et il pourra compter notamment sur ses coéquipiers. Et c'est marrant que tu soulignes ça parce qu'il y a eu ce problème avec Kyojin, notamment chez Vitality, où lors de matchs à pression, et on l'a vu dans un reportage, Kyojin le disait, il envoyait parler à Shox, et il disait « Je ne peux pas, voilà, je comprends pas, je tremble, j'ai peur, j'ai vraiment peur. » Et on voit Shox lui dire « Écoute, c'est normal que tu aies peur. C'est normal que tu aies peur. C'est comme ça, c'est la pression. Sers-toi de cette peur justement pour aller plus loin et essayer des choses, mais ne te laisse pas avaler par la peur. On est là, on est ensemble, on est une équipe. » Et c'est là justement que c'est important, c'est que quand tu es jeune et que tu subis la pression, si tu n'as pas cette force de groupe derrière qui est capable de te retenir et de t'aider, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, m0NESY, il a la chance d'avoir dans son équipe des joueurs de renom. À Jax aussi, à qui on peut imputer le rôle de grand frère, et Xtaz derrière un peu le rôle de papa. On n'a pas encore la réponse, quoi. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on parle de lui maintenant. Il a fait une belle année avec les Navi Juniors, mais il a toujours été dans un petit cocon, voilà, en famille, protégé, voire même peut-être surprotégé également. Donc la vraie réponse, comme l'a dit Oni, c'est les premières LAN, quand il y aura du public, quand ça va crier autour de lui, quand il ne sera pas dans des conditions un petit peu comme à la maison. Est-ce que là, il gardera le même niveau, il n'aura pas peur? Et c'est là où on verra justement si ça peut être potentiellement un très grand joueur. L'effervescence du public, on en parlait, hein, c'est un facteur un peu pénible aussi à gérer pour les joueurs, on s'en doute. Pour ce qui est de Jax, tu en parlais juste avant, ça a été un bon premier match, puis 2 gros premiers matchs même. Franchement, est-ce que tout le monde s'attendait à un résultat aussi probant de la part des joueurs français? C'est du Jax qu'on a déjà vu l'année dernière. Hein. C'était un Jax dans une très très bonne première semaine, souvent en première ligne. Parfois, c'est l'équipe qui passait devant. J'ai pour mémoire, je crois, énormément de double kill d'ailleurs en entry. Peut-être que tu pourras le confirmer. Donc, il a un bon français rating, était très bon. Pour le coup, il est très bien suivi et Jax a aussi cette faculté à, au-delà du jeu, il a aussi cette faculté à être une personne exceptionnelle. Et c'est, je pense, le choix le plus judicieux qu'ils aient pu faire pour. Voilà, et tout le monde disait, voilà, la glu, tout simplement, c'est exactement ça. Dans une équipe, il faut une osmose. Et Jax, au-delà du jeu et du jeu qu'il a, il est capable simplement de lier une équipe. C'est le liant d'une équipe. Et dans son premier départ chez G2, où malheureusement il avait été bench au début d'année 2021, il y a eu ce truc où Hunter, du coup, n'était plus performant. Hunter n'arrivait plus à frag. Il était clairement aux abonnés absents. Et c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir de sa part. Et à un moment donné, il y a eu un Jax qui est revenu dans le roster et il y a eu cette fameuse annonce sur HLTV et Hunter l'a dit, il me manquait Jax. Il me manquait Jax sur le serveur, il me manquait Jax à mes côtés. Et maintenant qu'il est là, je sens qu'on va pouvoir vraiment travailler. C'est quoi l'impact du coup de Jax à ce moment-là sur le mental? Peut-être un petit peu comme Apex chez Vita. C'est un grand frère, c'est un confident. Et quand ça va mal, c'est toujours celui qui va faire la petite blague ou qui va essayer de mettre un petit peu l'ambiance, un déconneur. Et c'est vrai que justement dans les équipes, parfois, où quand tu sens que le mental est au plus bas, on le voit ici avec Hunter, et forcément, c'est un joueur qui va te faire énormément de bien, quoi, parce qu'il va te permettre de rester dans un match, de rester dans une compétition et de te rebooster. Et Hunter le disait, c'est son meilleur ami, c'est son meilleur mate. C'est peut-être d'ailleurs grâce à Hunter si Jackson est encore là, parce que l'année dernière, on s'en souvient quand même, c'était assez perturbé. On parlait d'un bench de Amanek, puis de Jax, puis de Amanek, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Donc c'est cool, vraiment c'est cool qu'il ait gardé cette place chez G2. Et aujourd'hui, je pense qu'il s'affiche vraiment comme un cadre de l'équipe. On parlait du côté fraternel du coup de l'équipe et de l'impact que pouvait avoir Jax à ce niveau-là sur m0NESY, si vous nous rejoignez évidemment. Mais dans l'idée, il y a aussi Xtaz. On va peut-être refaire un petit point sur lui avant de conclure brièvement sur NiP, en tout cas pour ce groupe A.
on en parlait tout à l'heure. Il a eu déjà l'occasion de se former au management de jeunes talents comme Ziwo ou comme Mizuta. On sent l'impact qu'il a sur Monesi. Alexis, on a parlé comme de quelqu'un dont il faut impérativement respecter l'autorité et dont l'autorité naturelle est impactante, même au premier contact. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent et qui peut vraiment structurer une équipe, vous pensez ou je vais t'en parler parce que j'ai déjà fait des LAN avec Xtase. Ah là là, ok, l'XP, let's go. Non mais Xtase, c'est... Voilà, t'as super bien résumé la chose, c'est que Xtase, quand il est devant toi, c'est bête, il n'est pas spécialement imposant physiquement. Mais il a une autorité naturelle. Mais il a une, il a une autorité naturelle. C'est-à-dire que quand il va te parler, il va te regarder droit dans les yeux, il va t'expliquer des choses. Et il y a une espèce d'aura autour de lui qui fait que tu sens que tu es obligé de l'écouter. Et si tu veux pas l'écouter, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre échappatoire, en fait. Tu dois l'écouter. Tu lui dis oui, papa, à la fin. Voilà, c'est exactement ça. Et il a toujours eu cette chose-là. Et aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il va pouvoir en faire profiter, je pense, une équipe inter. Et si même eux arrivent à le ressentir, c'est que vraiment, on peut vraiment le dire, il est divin. Ouais, c'est vrai. Alors après, c'est vrai qu'on disait souvent Apex et Xtase, c'est bien parce que c'est un duo qui est complémentaire du côté des Vitality. Mais je pense qu'avec Alexis, ça fait encore plus fit. Parce qu'Alexis, il est exactement dans le même esprit que Xtase. Il n'est pas là pour rire, il n'est pas là pour faire des blagues. Ouais, c'est carré. Il est dans son match, c'est la rigueur, le travail, on écoute mes calls. Personne ne s'éparpille. Donc, je pense vraiment que ça va un petit peu faciliter également le travail de Xtase, Alexis, en leader in-game. Plus que si ça avait été Nexa. D'accord. C'est marrant parce que je n'avais pas parlé de la même chose, mais dans l'idée, est-ce que vous pensez que c'est une recette qui change par rapport à l'ancien coach, à Malek? Tu veux m'attirer des bâtons dans les roues. Disons que c'est deux écoles différentes. Okay. Voilà, Xtase, c'est autorité naturelle. Il y a de la déconne, mais il y a surtout du sérieux avant tout. Et Xtase a aussi cette manière, il a son humour à lui. Il a son humour très propre à lui. Il va te lancer des blagues, mais il va pas rire. Voilà, il peut te lancer des blagues, mais il rira pas. À l'inverse de Malek, qui est beaucoup plus proche des joueurs. Voilà, notamment, on avait mis un point nommé à la pause tactile. Tout ça, noté qu'il y avait une pause, on voyait Malek faire des petits massages à ses joueurs. Voilà. Il n'y aura pas vraiment de ça avec Xtase, mais c'est deux écoles différentes qui se ressemblent sur certains points, mais je pense que selon les joueurs, selon les profils, et je pense que ça va très bien matcher avec Alexis parce qu'ils peuvent comme tu le disais, ils peuvent se ressembler justement sur le caractère. Exactement. C'est vrai que Malek, il était dans l'écoute, dans la confiance. Voilà, il voulait, je pense, laisser aussi un petit peu d'indépendance aux joueurs. Xtase, il a besoin que tout soit carré, tout ce qui est fait à l'entraînement, tout ce qui est fait durant les pracs, que ce soit réalisé convenablement. Il déteste l'erreur, il déteste les erreurs individuelles. Tu le sens à chaque fois, il s'énerve même pour des petits détails. Et Alexis, il est un petit peu dans le même genre, donc je pense qu'ils vont bien s'entendre à ce niveau-là. Ouais, c'est ce que Ocelot disait hier, en fait, tout simplement, quand il a été interviewé par HLTV. Et il a le droit, du coup, d'écouter un petit peu les streams des différentes équipes. Et il a entendu dire à ses joueurs c'est bien, t'as loupé une smoke une fois, pas deux. Alors, du coup, on voit à quel point ça peut être aussi structurel. Pour ce qui est du manque peut-être de structure, on peut parler de l'absence de device, évidemment, chez NiP. Et est-ce qu'on peut parler de naufrage? Je ne pense pas, au vu du 24-19 qui leur a été infligé, qui est assez, je pense, représentatif du niveau actuel, en tout cas des possibilités que peuvent amorcer cette place autour d'un NiP structuré. Mais est-ce que vous avez tout simplement un avis sur NiP ou tout simplement même une petite critique à amorcer? La critique de mon côté, alors je ne pourrais pas l'imputer à Device parce que malheureusement, on réénumère vite fait la chose. Repartons du principe que Device ne peut pas être là, qu'il est en arrêt, ça a prolongé et que c'est compliqué à gérer. Exactement, voilà. Il a des soucis perso, ça l'impute sur son jeu et sur sa mentalité, probablement sur sa santé mentale. Bien sûr. Donc on ne peut pas lui imputer ça. Ça reste un sniper qui a une classe internationale. Il a quitté le navire Astralis pour des raisons personnelles et au final, il n'est plus là. C'est ça le problème. Il n'est plus là. Et quand on le voyait sur le serveur, il n'était vraiment pas là. Il n'y arrivait plus. Donc maintenant, de le voir en dehors, je pense que c'est là où il va devoir faire du gros travail sur lui. Maintenant, NIP aujourd'hui, c'est triste à dire, mais j'ai du mal à aller voir plus loin. Je n'arrive pas à voir ce roster NIP aller plus loin. Impossible. Dans la dynamique dans laquelle ils sont, individuellement, collectivement, s'il y a un joueur qui arrive à tirer l'autre équipe, ça fonctionne. Mais s'il n'y a pas ce joueur, ça ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas d'osmose dans toute l'équipe. Et je trouve que là, ils sont encore présents parce que les BO1 le veulent. Mais face à des équipes en BO3 contre un vrai top 5, ils ne feront pas le poids.
Ben, c'est encore du en plus, c'est du en plus dépendance quoi, dans cette équipe. C'est toujours pareil. Hein. C'est le leader in-game qui call, qui prend l'initiative, qui fait la différence tout seul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué déjà de tirer un bilan de cette équipe parce qu'au final, bah, elle a joué 2 fois contre G2 de défaites et elle a joué 2 fois contre des bigs qui étaient au final assez faibles quand même sur cette première semaine et 2 victoires. Donc voilà, c'est une deuxième place, on va dire, dans un groupe qui était assez hétérogène, qui me semble logique. Maintenant, comme l'a dit Oni, je pense qu'à partir des BO3, pour eux, ça va être compliqué Ça d'aller va être plus loin, quoi. compliqué. Vraiment, j'ai vu ton regard, mais franchement, ça risque d'être compliqué parce que Tu sens qu'ils n'ont pas bossé, Voilà. qu'ils n'ont pas changé de style de jeu. en fait, faut vraiment regarder les matchs de NIP pour comprendre. C'est toujours pareil. Voilà, pour comprendre ce qui se passe réellement sur le serveur. Et là, ils y sont plus. Ils y sont plus. Alors certes, ils arrivent toujours à garder cette dynamique pour être toujours dans ce top 10, Ouais. mais on sent qu'à tout moment, ça peut lâcher. Device s'en va, mauvaise dynamique. Ça, pour moi, ça présage vraiment rien de bon pour eux. En tout cas, pour ce qui est des mauvaises nouvelles, on va peut-être continuer pour les fans de Navi. Du coup, Navi s'est incliné 2 fois. On va passer et transitionner sur le groupe B. Une fois face à MIBR, ce sera le sujet d'introduction pour ce groupe B, justement. Qu'est-ce qu'on pense de ce match face à MIBR, aux Brésiliens, du coup, qui n'était pas forcément une équipe attendue, surtout face à la dernière année de Navi en termes de compétition? Alors, dans ce BO1, il s'est passé plein de choses. Même avant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais. C'est-à-dire que c'est un match qui a commencé en retard parce que Navi avec des gros problèmes de connexion. Oui, Et apparemment, le match a commencé avec une 30 minutes, 30 minutes, je crois, c'est une de trentaine de minutes retard. de retard. Mais apparemment, il y avait encore certains joueurs de Navi qui avaient quand même pas mal de loss. Mm. Qui peut être assez contraignant pour ce genre de match officiel. Voilà, alors le loss, c'est bien évidemment un problème avec le serveur, donc il y avait des petits retards. Mais il y a eu ça, plus le fait que Simple vraiment loupait énormément, donc c'est peut-être dû à ça aussi. Ouais. Simple répondait. Commence en 0,6, non 0,7 Ouais, il a fait un petit 0,7, il a failli arriver au 0,10. Ouais. Ouais, et pourtant, il a tout essayé hein, pour se mettre en confiance dans le match, on l'a senti. Il arrive, il se met en place, il prend son snipe, ça va pas. Il prend une M4, il va jouer agressif en CT, ça va pas non plus, il se fait sanctionner. En face, derrière, on a des Maybar totalement décomplexés. Ils n'ont pas proposé un jeu énorme en terreau. Une fois passé sur le side CT, on les a sentis beaucoup plus à l'aise. Et il y avait des petits plans de jeu intéressants, des petits plans de jeu exotiques. Et au final, individuellement, ils ont répondu présent. Et des Navis qui ont chaviré au fur et à mesure, qui se sont laissés attraper par le match. Et surtout une révélation, c'est-à-dire que MIBR est arrivé dans ce tournoi avec l'absence d'un joueur qui était Shello, un des cadres de l'équipe qui n'a pas pu se déplacer pour les raisons sanitaires en Europe. Et donc ils ont ramené un mec de MIBR Academy, Brenzan. Brenzan, ouais. Brenzan, ouais. Et c'est un phénomène, le mec. Il avait déjà joué un petit peu avec eux durant les dernières blasts, justement, mais ça s'était pas très bien passé. Et là, il a été absolument incroyable. Il a dressé Simple. Oui, c'est ça. Il a entré-frag, je pense. Je crois que j'avais vu c'est 5 fois. À moult reprises. Ah ouais, sur le d'accord. premier site. Il a entré-frag Simple 5 fois. Il l'a clairement massacré. Et d'ailleurs, il n'a pas fait que massacrer Simple. Il a massacré beaucoup de joueurs d'ailleurs durant cette première phase de pool. Donc ça risque d'être inquiétant, je pense pas pour Navi, parce qu'il y a les BO3 qui arrivent. Ouais. Et on le sait très bien sur CS, les BO1, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux te fixer. Bien sûr. Et je suis pas inquiet pour eux pour le moment. Après, le style de jeu MIBR, il est quand même très très lourd. C'est-à-dire que c'est une équipe, notamment en attaque, il se passe absolument rien pendant 1 minute 30 et ils finissent les rounds à 20 secondes de la fin, quoi. Donc, Ouais. si ça finit mal, ils pourront toujours aller sur R6. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que je pense qu'aussi ça a pas mal déstabilisé On salue les collègues de R6 quand même. On les parce embrasse. que là, t'envoies Ah, mais des une trucs comme pique ça. pour une autre quand même. On se rappelle que Oni la semaine dernière a dit que ce serait un no-match MIBR contre Navi et que de toute façon ça servait à rien d'en parler. Il faut jamais se Déjà. lancer en Moi, je vois pas la VOD. Donc, moi, Où je est la vois pas preuve moi, perso, Où j'ai est pas la vu. preuve Où est la Skipper, preuve où est la J'ai preuve pas vu. Ouais, je veux les preuves. Je veux les preuves. Il n'y a pas de preuves, donc il n'y a pas de ce que j'ai dit, d'accord? Ah, la régie me dit on l'aura. Donc on l'aura. En tout cas, on espère. Allez, pronos en BO1, faut jamais sur CS. Du coup, une deuxième défaite face à Astralis qui n'a pas forcément été, on le sait, et suivant aussi les avis divers et variés récoltés sur HLTV, même si c'est représentatif d'un certain pan de l'humanité. Alors, 2-3 personnes. il faut quand même constater l'idée que c'est une Astralis que l'on espérait peut-être revêtre sa superbe un petit peu. Là, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est un peu un résultat en demi-teinte pour Astralis, même face à Navi? Ils m'ont rassuré, moi, au final. Ouais, ils m'ont sincèrement. rassuré aussi. Parce que j'avais 2 points d'interrogation dans cette équipe qui était en difficulté la saison dernière, enfin en fin de saison dernière. C'était Lucky à la WP et Xip.
parce que Xip, je trouve, avait vraiment souffert sur la deuxième partie de saison. Et au final, c'est deux des hommes en forme, pardon, sur ses premiers BO1, notamment Lucky. J'ai hâte de le revoir au final. C'est-à-dire que tout le monde lui crachait dessus, tout le monde doutait un petit peu de ses capacités à la WP. Moi, le premier, quand il est arrivé dans cette équipe. Après, il fallait quand même remplacer Device, c'était pas non plus une tâche facile. Et au final, voilà, il est écarté dans ce rôle de sniper. Il revient à la WP sur ce début d'année. Et je l'ai trouvé incroyable. Ouais, moi personnellement, il m'a fait exulter. Je me suis levé de ma chaise. Je me suis levé de ma chaise sur plusieurs de ses clutches. Il a été magnifique, Lucky. Et ils sont partis chercher cette victoire face à Navi, surtout Mirage, ouais. avec le caractère aussi également. Donc Astralis a montré du caractère parce que en soi, battre Navi, c'est déjà quelque chose de difficile, mais battre Navi avec la manière, c'est encore plus énorme. Et ils le doivent notamment à ce jeune sniper à qui tout le monde a vraiment tourné le dos pendant plusieurs, dont moi, je suis beaucoup, mais c'est normal. Enfin, il avait rien fait pour qu'on gagne sa confiance. Ouais. Et puis Xip aussi, parce que dans les rounds décisifs, justement, c'est un joueur qu'on attend normalement dans cette équipe. Et là, notamment le petit ninja diffuse 1v2 dans le fumigène sur le BPA. Magnifique. Bah, au final, il est game breaker, quoi. C'est peut-être ça qui offre la victoire aux Astralis dans leur match. Hein. Est-ce qu'on les a sentis vraiment dominants face à l'équipe qu'on peut qualifier de top 1 sur l'année 2021 ? Non, on les a pas sentis dominants, mais on les a sentis en place. Voilà, on les a sentis en place et surtout, il y a eu une très bonne lecture de jeu de la part de Glaive qui a su appuyer là où ça faisait mal. Il variait bien, en tout cas sur le side hero, il variait très bien. Et après, Navi brillait pas sur leur side hero à la suite, surtout sur l'overtime. Donc ça a été un match qui a été magnifique à regarder, magnifique à commenter. Mais attention tout de même, Astralis était dans la maîtrise sur ce match-là. Mais comme je vous le dis, c'était un BO1 et ils ont été galvanisés, je pense aussi, par le fait qu'il fallait prouver. Là, on est sur une ère pour le moment, lors de ces blasts. Apex en a parlé, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais Apex en a parlé. Là, toutes les équipes viennent au blast pour se jauger. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont passé cette première phase de pool pour savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport aux autres, stratégiquement parlant, individuellement parlant, et faire des corrections. Exactement, t'as tout dit, ouais. Donc, et puis surtout, d'autres veulent également un petit peu se protéger. On en parlera notamment avec le groupe C, mais voilà. Il y en a, elles veulent jouer une seule carte. Elles ne veulent pas dévoiler tout le jeu et toute leur préparation sur le player break. Et peut-être qu'on en saura un petit peu plus également sur leur map pool là, ce week-end. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de petites surprises qui nous attendent à ce niveau-là. L'idée, c'est que la grande question que tout le monde se pose, c'est quand même est-ce que Navi peut remonter tout en haut ? On pense qu'ils en ont clairement le potentiel. Après, dans l'idée, est-ce que sur les faits, il n'y a pas des gros bâtons dans leur roue sur le trajet de la victoire ? Il y a des petites. En fait, côté Navi, il y a des petites lacunes tactiques, des petites lacunes. On les a sentis moins ensemble. Après, ils ont fait tellement une run incroyable durant 2021 que là, à mon avis, ils sont pas arrivés au bout de quelque chose. C'est simplement ils vont se renouveler et il faut remonter en puissance. C'est le début d'année. On sait que beaucoup d'équipes peuvent mettre parfois du temps. Aujourd'hui, Navi reste toujours une équipe qui fait très très peur. Et personnellement, je ne suis pas inquiet de leur petit chemin pour remonter et aller chercher cette première place et ce spot direct pour la suite des blasts. D'autant plus que de mémoire, je crois qu'ils ont un parcours très jouable dans le sens où je crois qu'ils affrontent Liquid sur le premier BO3. Si ça se passe bien, derrière, ils enchaînent sur NIP. NIP, on en a parlé, c'est vraiment pas des foudres de guerre, surtout sur un BO3. Et puis après, ils affronteront donc du coup le premier de leur groupe, c'est-à-dire OG. Exactement. En match décisif. Quand bien même ils perdent contre les OG, il y aura toujours un match de la dernière chance le dimanche. Donc je pense qu'ils ont quand même une marge de manœuvre assez tranquille. Donc là, on parle de Navi d'un point de vue purement statistique et stratégique. L'idée étant aussi de se faire un avis sur les Navis en termes de sanité mentale et de psychologie. Je pense que c'est quelque chose qui a pas mal découlé. Alors, je sais plus, il y a une de leurs, je sais pas, c'est insider, je sais pas comment on appelle ça, une influenceuse qui allait les interviewer à la fin de leur match et juste avant aussi, qui prennent leur bootcamp le 28. Du coup, elle en a déduit, elle a fait un petit peu sortir des sentiers battus les personnes qu'elle interviewait. Et l'idée, c'était qu'il fallait aller chercher du team building, etc. parce que l'équipe était ultra fatiguée. Est-ce que les Navis d'aujourd'hui, c'est pas les Astralis d'hier qui ressortent d'années de major un peu épuisées et au bord du burn-out ? Je pense pas qu'on en arrive là encore, mais il faut dire qu'ils ont passé une année où ils étaient
top 1, top 1 partout. Ce qui fait une grosse pression quand tu reviens en 2022. Exactement. Ils ont été très analysés. C'était l'équipe la plus analysée de toute manière. Et à la suite de ça, ça peut créer des problèmes, surtout dans le sens où dès que tu sens que tes plans de jeu ne marchent pas, que tu es contré, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a l'osmose d'équipe qui part un petit peu en biais, mis bout en bout, ça peut créer d'énormes frustrations, surtout pour des joueurs qui sont aussi compétiteurs, par exemple, que Simple. Voilà. Simple, je ne pense pas m'être rappelé une fois d'un match où il a démarré en 0-6, ou 0-7. Je pense que ça a dû arriver peut-être une fois dans toute sa carrière entière. Il y a peut-être peut-être que des gens dans le chat nous diront aussi, nous retrouverons peut-être des stats. Mais on vous salue d'ailleurs. Dès que tu as ton star player qui en plus a un mental incroyable, débute de cette manière-là, un tournoi des Blasts en début d'année, ouais, ça peut créer des frustrations au fur et à mesure dans l'équipe, mais derrière, ils ont l'appui de Blade, ils ont l'appui de leur staff. Blade a vraiment mis en place des petits setups, c'est-à-dire qu'il disait par exemple, chez Navi, c'est 2 semaines de préparation avant un tournoi majeur, sinon on réduit le calendrier par exemple. Et ça, c'est un truc débile, mais ils ont vraiment un contexte derrière pour que les joueurs ne soient pas non plus à bout de souffle. C'est marrant parce que c'est Blade justement qui revenait sur la chose avant de te redistribuer la parole, Benji, et qui disait que justement, de façon un peu, pas ironique, mais on sentait que ça l'avait peut-être un peu agacé, qui disait que bah oui, de toute façon, la pause au ski, elle était nécessaire parce que fuck it, quoi. Et du coup, j'avais peut-être l'impression, avec le peu d'expérience CS qui me caractérise, que on était sur une sorte de petite dualité aussi au sein de Navi, tu vois. D'avoir un coach qui ressent qu'il y a un besoin et que derrière ce besoin, il est nécessaire, mais qui pousse un peu les joueurs dans leur retranchement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans l'idée, est-ce que c'est ça ou est-ce que Glaive est caractérisé de manière très générale par le fait qu'il soit très droit et très froid, un peu à l'immédiat? En fait, le problème, c'est toujours de toute façon ce genre de problème avec ce genre de coach, c'est sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des entraîneurs qui font énormément travailler leurs joueurs, vraiment qui les poussent dans leur retranchement. C'est Femi qui disait ça à l'ancien joueur des Navi. Il a dit, moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je suis parti. Parce que c'est vrai que les méthodes de travail de Blade, elles sont extrêmement contraignantes, en fait. Alors, c'est vrai qu'au début, ça te pousse, parce que à l'époque, Navi n'était pas numéro 1 mondial, tu vois. Donc là, ils ont eu une énorme année. Je pense que les joueurs ont fait les efforts. Ils ont prouvé pendant 6 mois que c'était la meilleure équipe du monde. Et quand ça bossait bien, en fait, il n'y a personne qui pouvait tout simplement les battre. Maintenant, on va arriver dans une nouvelle problématique du côté des Navi. Ça y est, ils ont prouvé que c'était les numéros 1 mondiaux avec cette line-up. Est-ce que les joueurs vont consentir à faire les mêmes efforts que l'année dernière, comme disait Oni, c'est-à-dire que tu fais un tournoi, tu as 4-5 jours de repos, et ensuite tu bosses à fond pendant 10 jours. Est-ce que les gens vont l'accepter, notamment des star players, tu vois, un petit peu comme Simple, Electronic, pendant encore 12 mois? Ou est-ce qu'il ne va pas commencer à y avoir un petit peu de laisser-aller, tu vois, et on va rechigner par rapport à la masse de travail imposée par Blade? Moi, c'est ça un petit peu, justement, qui m'interroge avec cette équipe, quoi. Maintenant qu'ils ont tout gagné, comme on dit souvent, le plus dur, c'est de rester tout en haut, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'ils en ont la capacité et surtout la volonté? On en parlait, c'est un peu le revers de la médaille, du coup, on s'en doute. Surprise au sein de ce deuxième groupe, de ce groupe B, évidemment, c'est OG, qui du coup est rejoint par Nexa LGL. Je vois que vous rigolez. Est-ce que c'est annonciateur de bonnes nouvelles ou au contraire, on s'est une victoire en demi-teinte, Tony? Oui, j'espère que la VOD sortira pas parce que. Donc, de la semaine dernière Skipper, je suis prêt à moyenner la VOD de ce que j'ai dit la semaine dernière. Non, parce que c'est vrai, moi j'attendais pas les OG, je les attendais pas du tout. Je me suis dit Nexus, voilà, on est sur du bricolage de leader in-game. Individuellement, ils sont un peu dépassés. Skipper me laisse savoir que son adresse PayPal se retrouvera dans ton adresse mail. D'accord, pas de souci. Dis-moi ton prix, je pense qu'on peut s'arranger. Mais on a des OG contre toute attente sur des BO1. Qui combine de fortes individualités avec un lead de Nexa simple. Il n'y a pas d'énorme redirection, mais il y a de la fantaisie dans sa façon de lead. Il n'a pas osé à ne pas respecter le jeu. Par exemple, quand on pose un fumigène, bien évidemment, on sait que derrière, il y a ses adversaires. On ne va pas s'amuser à aller le traverser parce qu'on a peur peut-être de ce qu'il y a derrière. Nexa, non. Nexa, en plus d'être excellent individuellement, on retrouve un Nexa des débuts de G2. C'est ça. Voilà, c'est surtout ça qui est impressionnant, c'est que Nexa était connu pour être un leader in-game impactant, puisque très fort. Tout au long de G2, malheureusement, il s'est éteint. Il s'est éteint, individuellement parlant, peut-être au détriment du groupe, au détriment de la stratégie. Là, il est décomplexé, il est bien, il est en forme, et puis il a des coéquipiers qui le suivent. Valdé notamment, ouais, le Danois.
Mantou, que j'avais renommé Manctou. Et ouais, bah oui, la France entière l'a renommé Manctou. Hein. Et derrière. Avec beaucoup de subtilité. Bah ouais, mais toujours. Toujours dans la subtilité. Écoute, je suis quelqu'un de très fin. D'accord, je suis quelqu'un de très fin. Et il y a et finalement, Mantou se retrouve à savoir punir, à avoir son passif agressif en CT. Et là, on a ressenti un élan. L'élan peut-être qu'on attendait avec Alexib chez OG. Mais est-ce que Alexis peut-être, justement, je pense, tu vois, bloquer un petit peu ses joueurs avec son lead très à la finlandaise, en fait. C'est comme ça qu'avec Hans, il avait grandi. Fallait suivre à la lettre, c'était très carré. On a des plans de jeu, on les exécute et il n'y a pas trop de liberté pour les joueurs. Maintenant, avec Nexa, justement, qui aime bien justement ce style de jeu, tu l'as dit, un petit peu plus fantaisiste, peut-être qu'il y en a qui vont se libérer derrière, notamment mentalement. Tu vois, Mantou, Valdé, je crois que c'est sur la 3e carte où il a été excellent. Donc, faut voir. C'est le début. Encore une fois, tu l'as dit, il y a des nouveautés. On sent quand même que c'est une équipe qui peut progresser. Maintenant, faut voir sur le long terme. C'est vrai qu'il y a eu quand même 2 maps avec une certaine Nexa dépendance, on va dire, 2 fois MVP. Je pense que c'est le meilleur joueur de la première semaine, si je dis pas de bêtises, tout groupe confondu. Ouais. Donc, encore une fois, voilà. C'est premier avis favorable pour OG à confirmer cette semaine. Ocelot qui disait justement que Nexa n'avait pas du tout apprécié, enfin en tout cas ne gardait pas une bonne expérience de son lead chez G2. C'était quelque chose qui avait pu se transparaître au niveau tout simplement de l'attitude de Nexa et surtout des résultats qui avaient été rencontrés. Passons maintenant peut-être à petite question dans le chat. Non, j'allais juste dire, petite fin de parenthèse sur Nexa, mais faut dire que Nexa a quand même aussi un petit ego sympathique. Ça se confronte avec Ocelot, du coup, forcément Nexa a été quelqu'un... Tu veux faire un parallèle égo? Faisons un parallèle égo. Je clore ce chapitre parce que c'est vrai que Nexa a sa manière à lui de faire les choses et était peut-être pas spécialement friand de nouveautés ou d'écouter un peu les autres. Il a toujours eu les clés en fait, des équipes dans lesquelles il évoluait jusqu'à présent, même avant d'arriver chez G2, chez Crazy, Valiance. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ça a toujours été lui le patron, il faisait ce qu'il voulait avec Hunter. Donc, quand il faut rentrer un petit peu dans le rang, peut-être que c'est plus compliqué de lui parler. Donc, voilà, il y a un peu des deux. Mais on ne sent pas des OG, en tout cas, braqués par le changement d'IGL et offusqués par la perte d'Alexib non plus. De manière globale, on s'accommode plutôt bien à celui de Nexa. On nous demande dans le chat, on nous dit dans le chat, est-ce que finalement, ce n'était pas le meilleur arbre pour OG avec des Navi absents? Ce qui est une question un peu rhétorique, puisque lorsqu'il y a 4 équipes et la meilleure équipe du monde qui s'incline facilement, évidemment que oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non. Oui et non, parce que OG a été bon quand même. Face à MIBR. Ils ne se sont pas fait surprendre. Ouais. Ils ne se sont pas fait surprendre aussi face à Astralis. Donc, leur arbre, au final, c'est la suite, c'est la suite la plus importante pour OG. Parce qu'on rappelle, pour le moment, il n'y a aucune équipe qui est éliminée. Toutes les équipes sont encore en lice. C'est simplement que certaines sont qualifiées directement pour sont qualifiées directement pour faire un seul match. Des équipes qui vont potentiellement faire 2 matchs et des équipes qui vont faire 3 matchs. Donc là, c'est à partir de maintenant qu'on va voir qui va prouver, qui va justement conclure sur ce qu'ils ont commencé lors des phases de poule. Et puis le niveau des groupes n'était pas non plus incroyable. Dans le groupe B, dans le groupe A, tout à l'heure, celui dont on a parlé au début. On n'a pas dit un mot sur les bigs, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. On les reverra rapidement peut-être demain. Du côté des Complexity, également, globalement, c'était assez faible. Donc voilà, faut également quand même se projeter sur les autres groupes et voir que, on va dire, sur les 12 équipes, là, il n'y en a pas non plus 10 qui nous ont impressionnés. Il y en a peut-être 6 équipes, 7 équipes qui ont vraiment, je pense, été vraiment intéressantes. 3-4 qui ont été vraiment excellentes, le reste qui ont été intéressantes et le reste qui n'avaient pas grand-chose à proposer. Tous les groupes avaient leurs faiblesses. Ouais. Est-ce que, oui, assez logique aussi. Ouais. Dans l'idée, on va peut-être conclure sur ce groupe B avec des belles actions d'Astralis qui ont pu pleuvoir un petit peu durant cette semaine. Je ne sais pas exactement ce que la régie nous a préparé comme clip, etc. Mais est-ce que il y a eu des actions marquantes qui sont à dépeindre ici? Incroyable. Celle-là. Je sais pas si on avait déjà dit ils vont partir éco. Le round il est fini, il faut absolument qu'ils conservent leurs armes. Et là du coup il y a un Lucky Fou qui apparaît et qui nous fait une action absolument dantesque, clairement.
Regardez, là, on n'a pas eu de la chance de voir Lucky et son petit travers. Derrière, il va se repositionner, il récupère Lucky sur le connector et il se déplace. Il n'a pas peur. Et c'est ça le truc, c'est qu'on est sur un overtime. Il n'a pas peur d'aller le chercher. Ils sont en 2v4. Et même le dernier, tu l'as dit, Woody, il le touche. Hein. Il le touche. C'est lui Il qui va est le censé chercher. tuer, hein. Il va le chercher. Il attend. Au premier décale, il le touche sur le pied. Et derrière, c'est Xip qui le sanctionne. Donc c'est vraiment. Il avait un style très décomplexé, Lucky. Il y a 17-16, hein, on est vraiment dans des rounds à enjeu, des rounds très très importants, on est en overtime. Et si on regarde, et c'est là la chose la plus intéressante, parce que si on suit le scoreboard un petit peu de Lucky, il n'y a rien d'intéressant à retirer de ce scoreboard. Mais si tu regardes le match, tu vois qu'il a été plus qu'impactant dans les rounds décisifs. Ouais. Et c'est là justement où il faudrait attirer les regards, surtout de jeunes téléspectateurs. C'est pas simplement une histoire de score CS, c'est aussi tout ce qui se passe à côté. On n'en parle pas suffisamment. En effet, il y a tout un impact selon les différents rôles. C'est une critique aussi que l'on fait sur un autre jeu d'FPS tactique dont on ne parlera pas évidemment. Dans l'idée, oui, bien sûr, évidemment. Ça commence par V. Alors, petit rappel des dates d'ailleurs que j'ai oublié de faire pour le groupe A. Vous retrouverez MIBR contre Complexity jeudi à 13h. NiP contre leurs opposants vendredi à 16h30, G2 en finale samedi à 13h. Pour ce qui est de Navi Liquid, ça sera le jeudi 16h30, Astralis le vendredi à 18h30 et OG en finale à partir de 16h30 ce même samedi. Refocusons-nous, si ça existe, et si je ne fais pas un anglicisme absolument dégoûtant sur le groupe C, le groupe de Vitality. Ouais. Est-ce qu'on n'introduirait pas même sur Vitality tout court et sur on va partir du principe qu'on va se focaliser sur les premières victoires en tout cas, avant de repartir sur une hypothétique confrontation qu'on aurait pu avoir entre Shox et Liquid. Face à FaZe Clan, comment on les retrouve, ces Vitality, mon cher ami ? Face à FaZe, beaucoup de choses, surtout du caractère qui ressort de cette équipe. On voyait que ça se testait. On voyait qu'ils testaient énormément de choses. On voyait que par moments, il y avait peut-être des miscoms. On l'a senti notamment sur une reprise. Là, la bombe est amorcée. Ils sont en 4v2 Vita. Ils se font sécher par Automatic et Rush, je crois, sur une reprise de bombe. On a senti qu'ils étaient vraiment pas ensemble. Donc voilà, il y a encore des petites choses. Mais on les a sentis individuellement in shape, clairement. Apex était bon. Ziwo étincelant comme d'habitude. Et ce qui a manqué, je pense, peut-être un petit peu à Vitality lors de la fin d'année 2021. Enfin, quoique ça a été commencé, mais je vais me pencher plus vers Kyojin. Mais c'est clair, on a Dupré et Madis qui fraguent, quoi. Ouais. On a Dupré et Madis qui fraguent. Peu importe la situation, tu as l'impression qu'ils vont être, qui sont là. Ils sont présents et individuellement, ils sont aussi présents. Madis, que j'en étais sûr, j'avais un petit peu peur de Dupré. Ouais. Je peux vous assurer qu'il m'a fait il nous fait un round à un moment Dupré, je sais pas si on le verra, mais c'est vraiment dans les tout derniers rounds sur Inferno. Alors, je suis confiant globalement quand même pour Vitality là, sur ce début d'année. Attention quand même, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on les a beaucoup vus notamment sur les sides de défense, sur Inferno. Alors là, ça s'est très très bien passé. D'un côté, il y avait le binôme danois en A, Mizuta et Apex en B, et ça marchait parfaitement bien. Par contre, sur les 3 cartes, le side d'attaque des Vitality, il était inexistant. Ouais, c'est un peu pauvre. Ça, par contre, c'est très très inquiétant pour la suite et quand les BO3 vont arriver et qu'ils vont commencer en terreau, parce que s'ils n'arrivent pas à mettre un seul round armé en attaque, ils risquent de se faire surprendre. Hein. Donc moi, c'est vraiment l'interrogation dans cette équipe, c'est les sides d'attaque, quoi. Alors, est-ce que c'est juste une journée sans, on va dire, et puis ce sera totalement différent à partir des phases vendredi pour eux, ou est-ce que c'est un vrai problème qu'ils ont pour l'instant en termes de communication ou de mise en place autour de Apex? Mais j'attends vraiment de les voir beaucoup plus en verve. Ouais, mais il y a aussi le fait. Alors, il y a plein de petites choses aussi qui ont été prises. Par exemple, on a eu l'information que les calls, enfin les short calls, par exemple, certaines positions ou certaines stratégies sont call en français. Ouais. C'est-à-dire que les Danois. Il y a des automatismes qui restent. Voilà, exactement. Les Danois call en français, font des mini-calls en français. Je dis une bêtise. Par exemple, sur certains noms de positions qu'on a en France, par exemple C3 sur Inferno, ils vont avoir cette info aussi. Donc les Danois, ils ont aussi un travail, ils ont une charge mentale. On pensait que la charge mentale allait être sur les Français. Par rapport. Oui, alliés, on le sent, mais pas que en fait. Pas que. Même les Danois ont aussi leur charge mentale. En plus, parce qu'on sait très bien que du côté des Scandinaves, l'anglais vient beaucoup plus facilement puisqu'ils l'apprennent depuis plus jeune. Donc c'est une preuve d'adaptabilité des joueurs nordiques. Exactement. Et c'est là aussi, où c'est très intéressant, c'est qu'ils ont de la charge mentale, donc ça va devoir se peaufiner. Mais quand on regarde, mis à part en terreau, il y a de très bonnes choses en CT qui sont proposées.
j'étais pas si confiant que ça la semaine dernière par rapport à la première sortie d'Evita. Et force est de constater qu'il y a des choses qui sont convaincantes. En défense. Ouais, en défense. Après, il y a aussi le fait que le lead de Glaive, dont s'est imprégné cette équipe, ces deux Danois, et notamment Zonic, est différent un petit peu du lead d'Apex. Donc, il va falloir juste se millimétrer. En détail, s'il faut vraiment rentrer deep dans la situation. Exactement. Il faut juste qu'ils se mettent sur le même pied, tout simplement, qu'ils dansent une belle salsa à 5. Alors, ça va être compliqué. Encore une allégorie. Ça va être compliqué de faire une salsa à 5, mais je pense que c'est faisable. Si c'est faisable, Vitality, je pense, va réussir. Mais derrière, on a des Vita qui peuvent aller largement chercher de très belles victoires, en tout cas. Tu parlais du prêt, on parle du coup du joueur danois. Il y a une action qui a été un peu relayée sur les réseaux et dont on va parler certainement. C'est, il me semble, ce triple kill. Sur Inferno, c'est un round en plus décisif parce qu'on est vraiment sur la toute fin. Je crois qu'il perd un ou deux coéquipiers et se retrouve tout seul dans le pit. Voilà. Et il y a 4 joueurs qui lui courent dessus comme des sauvages. Et là, il va nous sortir un transfert de spray normalement entre le 2e et le 3e qui est absolument fou, quoi. Bah, c'est insane. Il est reclus. Alors ils sont deux. Il y a un joueur mini pit et un joueur pit. Et là, il est plus tout seul. Il est tout seul. Il est enfermé. Il va prendre le premier. Et là, salut. Incroyable. Salut. Et là, il a fait la diff parce qu'il va choper le dernier. Et en fait, il va apporter l'avantage numérique à son équipe. Et plus que l'avantage, ça va faire le round. Et si vous regardez le score, c'est important. Parce que là, il n'a plus le temps d'amorcer. Il s'attendait à ce qu'on le reprenne, Rops. Et c'était un round vraiment de 15-14. Ils vont chercher le 15-15 et derrière, vont chercher la victoire. Il fallait du caractère dans cette équipe des Vitality. Et s'il ne fait pas les 3, Vita perd le match. Ouais, c'est clair, c'est clair. Le premier, il est assez normal. Mais par contre, la suite, c'est une action de grande classe, de joueur tier 1, clairement. On parlera de la revanche de FaZe après coup. On va peut-être revenir brièvement sur un match que j'ai un peu occulté, celui de Evil Genius qui se confronte à Vitality sur un... Vitality, ouais. Comment? Pardon? Non, vas-y. Ah, Vitality, désolé, my bad. Qui du coup affronte Vitality. C'est le premier match de Vitality. Est-ce qu'on sent qu'il y a une prise de... Qu'est-ce qui se passe? Une prise d'information de position un petit peu complexe de la part de Vitality ou ils rentrent directement dans le match? Non, je pense que... Après, EG a sorti des actions individuelles. En fait, ce qui s'est passé... Essaye d'être gentil avec Ok, j'essaie d'être gentil. Réfléchis, non, parce qu'en tu vas plus, Donc il y a vraiment un passif, quoi. C'était voilà, pas... OK. J'ai un ami qui est Evie, qui est assistant coach de cette équipe maintenant. Clairement, on voit... Qu'on salue, évidemment. Pardon? Qu'on salue, bien évidemment. Oui, et on sent qu'il y a un problème du côté de CIG. Alors, pour la petite storyline, on a repris Otimatic qui vient de Valo. On a repris donc un trio, donc Otimatic, Rush et Stewie2K gagnant d'un major chez Cloud9. On garde Cerc et on garde Breeze. C'est ça. Les deux star players normalement de l'équipe. Exactement. Breeze, que vous voyez à l'écran justement là, qui est un joueur exceptionnel mais qui a du mal encore à rebriller. On a Cerc, le sniper bulgare, qui ne brille plus du tout et qui a plus de mal. Total manque de confiance. Ouais. Voilà, il y a un travail énorme à faire sur lui. Et on a senti que cette équipe d'AEG, elle cherchait plus l'individualité plutôt que le collectif. Et dans ce type de tournoi-là, si tu cherches l'individualité, tu vas peut-être briller, mais ton équipe ne brillera pas. Et c'est ce qui est en train de se passer avec EG en fait. C'est que l'équipe ne brille pas parce qu'il n'y a aucun collectif. Et ça se sent parce qu'on les voit saisir leur chance par moment et tenter de faire des choses, mais qu'on appelle ça, c'est des hero moves quoi. C'est des hero moves. Alors ça marche de temps en temps. Stewie2K a réussi, il a débloqué 2-3 rounds. Allez, je vais dire 4-5 à lui tout seul. Mais derrière, non quoi. Mais de toute façon, ce sera la problématique de EG et c'est la seule condition, je pense, pour voir s'ils seront capables de progresser, c'est le choc de culture. Donc d'un côté, comme tu l'as dit, on a des Américains qui n'ont toujours fait qu'à leur tête. C'est-à-dire que tout ce qui est principe de jeu, méthode de travail, rigueur, les mecs, ils connaissent pas. Eux, c'est on y va à la confiance, on se bagarre et on marque notre territoire. Et à côté de ça, justement, tu as des mecs comme Malek, comme Evic qui arrivent, qui connaissent le jeu vraiment sur le bout des doigts, qui ont énormément d'idées, énormément de choses à apporter à ces joueurs. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la communication va se faire? Est-ce que les joueurs vont être à l'écoute pour progresser justement à ce niveau-là? Et en même temps, est-ce que le staff va pouvoir lâcher un petit peu de zèle pour que les joueurs puissent s'exprimer un petit peu à leur manière? Et je pense que toute la problématique des EG, en fait, va se situer à ce niveau-là, quoi. Et ça, ça va être un travail monumental. Mais monumental. Et franchement, tu fais bien de le dire. Et on se rend peut-être pas compte quand on connaît pas, mais
c'est là, on a des star players, on a des joueurs qui individuellement sont excellents. On a quand même 3 gagnants de Major. Mais Cloud9, ils ont gagné comme ça, le Major. Les mecs, ils ont gagné à la confiance. Quoi. Ils couraient sur leur adversaire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que tu ne peux plus faire ça, parce que ça peut revenir, évidemment. Mais la tactique fait partie du jeu. La tactique n'est pas présente chez EG. Et on a l'impression, clairement, que c'est EG. Ils sont en train de... j'ai pas envie de dire de se laisser aller pour rester dans de rester dans ce top 15 mondial. Mais s'ils restent comme ça et qu'on ne voit pas de changement, on pourra dire uniquement une chose, c'est qu'ils sont là pour rester dans ce top 15 avec un salaire. Parce que sinon, il n'y a plus l'âme de compétiteur à l'intérieur et je leur laisse aller 2 ans peut-être. Après, la question, c'est est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils sont capables aussi, tu vois, aussi, de bosser du jour au lendemain? Parce que les mecs, ça fait 5-10 ans qu'ils sont sur CS. Et ils ont toujours évolué de la même manière, quoi. Donc, est-ce que là, maintenant, tu vois, ces gens-là se disent, bon, ok, on se met autour d'une table, on bosse ensemble et on part sur des méthodes totalement nouvelles pour eux? Moi, j'ai des doutes. Vraiment, j'ai des doutes. Est-ce que le staff peut vraiment combler ces problématiques-là et éviter qu'elles s'exacerbent au plus dans des formats BO3 Il faut que la philosophie de jeu passe, quoi. Il faut que le discours entre Stewie, même ses joueurs, et Evie et Malek passe. Et que les deux, alors je pense que ça ne va pas être tout ou rien, il faudra un compromis, tu vois. Mais s'ils n'arrivent pas à s'entendre, oui, forcément, ça va être un problème assez rapidement. Ouais, là, il n'y a pas d'identité chez EG. Et l'identité, parfois, met du temps. Navi a mis du temps à trouver son identité. Ils avaient leur petite patte d'exécution à 30 secondes. Après, ils ont mis du temps à... Après, Navi, ils ont le même roster depuis combien de temps aussi? Ça fait un moment. En fait, ils ont juste changé, l'année dernière, ils ont changé Beat pour Flamey. Mais c'est le seul. Flamey pour Beat, pardon. C'est la seule transaction depuis longtemps, non? En fait, non, elle est venue progressivement. C'est-à-dire que Flamey était déjà dans un premier temps était le 5e et Beat était le 6e joueur. Et ils l'ont instauré d'une manière, on te fait jouer une carte. Voilà, on te fait jouer d'abord une carte. Puis après, je crois qu'ils l'ont mis sur. Alors, il a fait Mirage. Au début, il faisait que Inferno. Voilà, il faisait que Inferno. Après, ils l'ont mis sur Mirage. Et après, ils l'ont fait intégrer le roster en totalité. Mais effectivement, tu soulignes un point, c'est que ça fait un moment qu'ils sont quand même Navi. Ça fait un moment qu'ils sont dans ce quatuor. Maintenant, du côté d'EG, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils partent de beaucoup plus loin. C'est ça le problème. C'est de partir de beaucoup plus loin. Et est-ce qu'ils vont avoir les ressources nécessaires pour aller réatteindre ce top 5 mondial? Malek, coach de G2, finale de Major à la PGL, a les ressources nécessaires. Evie, tactiquement parlant, apportera à Malek, c'est une certitude. Mais est-ce que, comme tu le disais, la confrontation des joueurs de la scène NA et du style de jeu européen va matcher? Ça, c'est une dynamique qu'on saura, comme je disais, franchement, je pense avant le prochain player break, on saura vraiment si cette équipe EG a un vrai potentiel. Ouais. Et puis même le niveau des joueurs, c'est vrai qu'il y en a qui ont un petit peu laissé le jeu pendant quelques mois, même qui sont partis sur Valorant. Ultimatic, qu'est-ce qui va aller sur Valorant, Ultimatic? Oui, qu'est-ce qui va aller? Est-ce que tu as des souvenirs? Franchement pas. Franchement, je me souviens qu'il était assez absent et il n'avait pas l'impact que Nitro avait, genre. Voilà, donc il n'a pas marqué la scène. Non, pas spécifiquement. Sur sa petite période. Après, il n'a pas été inintéressant quand même, Ultimatic. Il a fait ses kills. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça pour lui, d'un point de vue AIM. Et il s'est pas si mal débrouillé que ça. Donc, bon, il y a quand même quelques points positifs à tirer de ces EG. Maintenant, on verra aussi quand ils devront jouer autre chose qu'Inferno. Ouais, aussi, ouais. Alors, avant de parler de l'effet un peu lune de miel du groupe, parce que de fait, c'est certainement celui qui était le plus homogène, je pense, en termes de niveau de jeu, on va peut-être revenir brièvement sur Rops et les points individuels. Surtout face à Vitality, on sait que du côté de MyCEO, de Neo, on avait commencé à rechercher des profils à un moment donné et il y avait des rumeurs, des bruits de couloir, des petits oiseaux, comme tu le dis, qui nous avaient colporté l'idée que ça pouvait faire moins Mizuta plus Rops. Quand on voit les résultats de Rops par rapport à ceux de Mizuta, qui sont diamétralement opposés, surtout sur la dernière map en finale, comment on voit les choses, comment on amorce ce virage? Pour le cas Rops, déjà, c'est pour venir vraiment pour comprendre un peu ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il était vraiment bloqué chez Mouse. Il avait un contrat juteux. Et il est arrivé très tôt dans la scène inter et il s'est imposé très, très tôt aussi comme un joueur exceptionnel. Il fait exactement les mêmes choses, mais il a une intelligence de jeu et il a surtout un niveau individuel stratosphérique. Il a rien. Alors,
j'ai envie de dire, il a rien à envier à Nico, mais je me dis, je sais pas si tu vas me suivre dessus, mais je pense qu'il a vraiment rien à envier à Nico. Ah, pour moi, non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans une équipe compétitive, pour moi, Robs, ça revient très rapidement du top 5 monde, facilement. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il a souffert du départ de Carrigan. Il était dans une équipe avec Moose où, quand même, on arrivait à tutoyer le top 10 mondial sans trop de problèmes. Et c'est vrai qu'une fois que Carrigan est parti et que lui n'a pas eu son ticket de sortie l'année dernière, Exactement. bah, ça a été quasiment une année blanche parce que il n'a pas de joueur, à ses côtés, à part peut-être Frozen, capable justement de tirer l'équipe vers le haut, quoi. Il y avait eu l'intégration de Dexter en leading game, mais au final, c'est vrai que c'était une année d'échec pour Moose en 2021. Et là, je pense que Robs, il va revenir. Il doit avoir faim. Il est vraiment affamé. Il va être dans les meilleures conditions parce que Carrigan, il le connaît par cœur. Il va pouvoir le placer et lui laisser la liberté qu'il le veut. Qu'il désire sur toutes les cartes. On l'a déjà vu là. Et c'est un phénomène, quoi. C'est un plaisir. Tu l'as sur le serveur. Toi, tu as juste à gérer ton trio d'attaque. Et tu dis à Robs, tu vas de l'autre côté, fais ce que tu veux, fais ta tambouille et gagne-moi les rounds, quoi. Et il le fait. C'est ça. Et j'ai même envie de dire parfois à l'observeur, mets-toi sur Robs, hein, parce que tu as une chance sur deux qu'il te fasse une action incroyable, qu'il te change un round. Tu as l'impression qu'il se passe pas grand-chose de son côté, mais en fait, si, il se passe de grandes choses. Et à chaque fois, il arrive à prendre ses timings. Il punit tout le monde. Dès qu'à un moment donné, tu vois, ils sont à 3 à venir sur lui, tu dis... ouais, c'est Robs. Il y a moyen qu'il le fasse, en fait. Et moi, je pense que pour les adversaires, ça doit être déroutant de se dire je me retrouve face à Robs. Parce qu'il était chez Mouse, et même chez Mouse, qui ne perfait mais plus du tout, le gars, il est là, il se pose, et il te sort des 30 kills de nulle part. Là, il avait mal au dos en fin d'année. Bah oui, sniper, rifle, Odeagle, en coupe, en entry, en ce que tu veux, il était là. Il était là et il sortait des games incroyables alors que l'équipe perfait plus. Et on attendait que ça, en fait. On attendait que ce move de Robs ailleurs. Carrigan a voulu Robs chez FaZe. FaZe lui a donné, clairement, servi sur un plateau en diamant. Et derrière, on a Robs, finalement, qui arrive à performer avec cette équipe de FaZe qui, pour moi, est un grand maintenant. Alors, il va y avoir du travail, mais je les vois bien aller dans le top 5, ces FaZe. Et là, il se balade, et en plus, on a eu un petit Carrigan, tu vois. Carrigan, il s'est contacté de coach, de lead. Il a fait, je sais pas, 10 kills par game, quelque chose comme ça. Il était assez discret. Donc, quand en plus Carrigan sera dans des bons jours, cette équipe, elle va être quasiment intenable, quoi. Je pensais pas que c'est un effet lune de miel du tout. Non, c'est Robs. C'est un effet Robs, mais Robs, ça dure des années. Il faut dire aussi que Carrigan, il s'est entouré de 4 joueurs. C'est 4 tueurs, en fait. C'est simple. Carrigan, il est revenu chez FaZe. Ouais. Il a Rain à côté, qui, ça fait des années, quoi qu'il arrive, son niveau individuel est excellent. On lui amène Robs, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. On lui donne Broky, qui est passé à côté de certains matchs quand même. Mais Broky est encore jeune, donc il a une marge de progression exceptionnelle. Et on a, j'ai un petit... Twist. Et Twist, le Canadien, qui individuellement était, je pense, le meilleur joueur de la scène NA pendant très longtemps. Individuellement parlant, je parle. Et là, Carrigan arrive, il a 4 joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Voilà, c'est simple. Il a 4 joueurs avec lui. Donc, si là, FaZe n'avance pas, ne réintègre pas ce top 5 monde, je pense que ça va être difficile un jour qu'il le réintègre. Clairement. C'était peut-être la seule chose qui manquait à FaZe cette année. On critiquait souvent l'année dernière cette line-up en disant elle est peut-être un petit peu trop vieillissante. C'est vrai que et Carrigan, Olofmeister et Reign, ça faisait beaucoup quand même. Certes, il y a de l'expérience, mais au bout d'un moment, il faut de la puissance de feu quand même. Il faut mettre des têtes. Et là, voilà, tu t'écartes Olofmeister, mais respect à sa carrière. Et je pense très sincèrement, tu as un seul joueur à faire venir, c'est Robs, quoi. C'est le premier que tu écris sur ta feuille, sur ta line-up. Donc là, pour moi, FaZe, rien que sur le recrutement, rien que sur une signature, ils ont franchi un cap. Oui, c'est sûr. Alors, je vois dans le chat, ils disent il y a Elige. Oui, bien sûr, Elige faisait même partie... Breezy à l'époque, hein, c'était les trois. Oui, même Breezy, en fait. Ces joueurs-là font partie des meilleurs joueurs indiv de la scène NA. Et au final, le Canadien est venu chez FaZe. On l'a vu en demi-teinte, parfois bon, parfois moins bon, mais ça n'enlève pas que ce joueur, il est capable de changer en fait une game, Twist. Il est capable, rien que par son skill, il est capable de changer des rounds. Il fait partie d'une flopée de joueurs, mais clairement, oui, Carrigan aujourd'hui, il est capable d'aller intégrer ce top 5 et de faire mal. Maintenant, s'ils n'y arrivent pas, c'est vrai que ça peut être aussi déroutant parce que tu imagines, on te donne Robs, tu n'y arrives pas. Il va le faire, c'est Carrigan. C'est que voilà, Carrigan reste un fin tacticien, reste un leader in-game incroyable. Chaque game de Carrigan, surtout dans des matchs à tension, est intéressante à voir. De par sa superbe, à chaque fois, il arrive à dégoter des runes magnifiques.
Maintenant, il va falloir attendre. Il va falloir qu'ils prouvent aussi, qu'ils se prouvent eux-mêmes, qu'ils sont capables d'aller prendre les meilleures équipes. Et moi, c'est l'équipe qui m'a le plus hype, tu vois, FaZe sur cette Oui, je première. pense que ça a été le OG cas et de FaZe, beaucoup mais peut-être de FaZe un petit cran personnes, ouais. au-dessus. Ouais. Je pense que ça a été le cas de beaucoup de personnes et surtout voir la remontée s'accentuer un petit peu, ça a fait du bien aussi à tout le monde, je pense. C'est vrai qu'on n'a pas forcément passé tant que ça de temps à parler de Liquid, vu qu'on en a passé littéralement 0 seconde. J'imagine que c'est une déception pour beaucoup. Est-ce qu'au moins on peut se rassurer en se disant que Shox a quand même essayé de porter la chose sur son dos un minimum? C'est dur pour Shox. Ouais, c'est dur. Ouais, là. ouais. Très dur pour C'est- Shox. Vraiment, on a suivi les matchs. On avait mal au cœur pour lui parce que il est passé globalement à côté, quoi. Alors, faut quand même remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Il arrive chez Liquid, donc une équipe anglophone. C'est la première fois pour lui qu'il passe en inter. Et donc, il a des nouveaux coéquipiers, une nouvelle méthode de travail, des nouveaux rôles. Mhm. Qu'il faut assumer justement, qui sont totalement différents par rapport à la manière dont il jouait auparavant. Et là, il n'y arrivait pas. Vraiment en grande difficulté. C'était quasiment le maillon faible en défense à chaque fois, notamment sur Inferno. Il joue dans le pit et on a senti les équipes en profiter. On va sur lui, on va sur lui, on va sur lui. Et c'est vrai qu'il n'a jamais réussi vraiment à s'en sortir, quoi. Ça m'a fait de la peine. Ouais, j'étais un peu triste aussi parce que je suis un fervent défenseur de Shox quand même parce que ça reste l'un des meilleurs joueurs français tout simplement, Ouais. encore en activité. Là, on le voit parti chez Liquid pour trouver un second souffle suite au départ de Vita. Il va falloir attendre, je pense. Il va falloir attendre parce qu'il est aussi accompagné de très bons joueurs. Il y a aussi d'ailleurs, le sniper. Voilà. Je l'avais pas, mais j'étais follow. Il y avait aussi qui a réussi à finalement montrer qu'individuellement il était bon. Liquid va devoir trouver son identité. Liquid va devoir réussir à utiliser Shox aussi parce que c'est bête à dire, mais Shox il faut aussi l'utiliser de la meilleure des manières. Et on l'a vu, voilà, notamment sur duel face à IG. Bon, ils ont réussi quand même. Ils ont réussi quand même à montrer de belles choses, mais te dire que bon, c'est après C'est la remontée du siècle quand même. Enfin, genre, j'exagère évidemment, mais genre, ils se sont pris quand même la plus grosse remontée. Après, faut savoir que les De la place, les derbies NA sont toujours C'est systématiquement spectaculaire. voilà. comme ça. En fait, c'est marrant, mais chaque derby sur CS a son lot de surprises. Ouais. Que ce soit des derbies entre Heroic Astralis 100% danois, que ce soit des derbies NA, que ce soit même des derbies français, bon à l'époque, mais il y a toujours son petit lot de surprises. Et quand il y a un match EG Team Liquid, tous les joueurs se connaissent. C'est simple, t'as Sui qui était dans la line-up précédente, il sait exactement comment ses coéquipiers jouaient parce que tu es obligé de savoir comment tes coéquipiers jouent pour jouer avec, tout simplement. Maintenant, pour revenir un petit parallèle sur Shox, moi je suis pas encore inquiet. Je suis pas encore inquiet. J'attends qu'une seule chose, c'est à un moment donné, je sais qu'il va briller. Mais il va Shox, progresser. Il aime c'est les défis. l'histoire. Il adore les défis, en fait. C'est l'histoire de Shox. Mhm. C'est l'histoire de Shox. Son histoire, c'est que des défis. C'est à chaque fois, il sait se mettre en danger. À l'époque, c'était sur CS Source. CS Source, c'était déjà un des meilleurs joueurs de France. Et le mec, il s'embêtait tellement. Il s'est dit, je vais partir sur 1.6. 1.6, en quelques mots, il a mis tout le monde d'accord. Puis il est revenu sur Source. Et puis voilà. Et même là, sa carrière sur CSGO, quoi. C'est très sincèrement, on peut être qu'admiratif de ce qu'il fait depuis le début. Liquid, je pense qu'il y a peu de joueurs à son âge, tu vois, avec son palmarès, qui se redit, bon, allez, j'ai les balls. Bien Je sûr. tente cette aventure, tu vois, il aurait pu se prendre un petit contrat tranquillou encore en France, ou se mettre au show, ou faire autre chose, partir dans le streaming. Et là, c'est vraiment, écoute, ouais, un énorme défi. Maintenant, il faut également que les joueurs qui sont à ses côtés acceptent de le mettre dans des bonnes conditions, de le mettre en confiance, parce qu'on sait quand même, c'est des joueurs qui ont un lien très très fort. Adren, le coach, Nitro et Elige, voilà, c'est 3 joueurs, coach, qui sont ensemble depuis maintenant quelques années. Donc il faut qu'ils soient capables un petit peu De chapeauter le tout. d'ouverture d'esprit, Ouais. ouais, et d'intégrer Shox parce que c'est une pépite. Vraiment, ils ont de la chance de l'avoir dans leur équipe, à eux d'en profiter, quoi. Voilà, en tout cas, qui conclut nos analyses respectives des 3 premiers groupes. On va partir peut-être sur les affiches à venir dès jeudi. Complexity, MIBR, du coup, qu'est-ce qu'on attend de cette première confrontation jeudi prochain? Complexity MIBR. 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 Ok. C'était on bon, y- MIBR en phase de groupe. Bah, Très sincèrement, c'est convaincant. Oui, je te suis là-dessus, Benji. Je suis le premier étonné parce que, ok, tactiquement, Tero, c'était pas non plus exceptionnel. Il y avait pas. Voilà, c'était un peu old school, quoi. Ouais. Voilà, c'était un petit peu old school, mais c'est dû au fait que malheureusement, les équipes brésiliennes, comme les équipes asiatiques, par exemple, ont plus de mal à
à trouver des practices, donc des entraînements face à des équipes tier 1 dans leur région. Maintenant, tout se passe sur la scène européenne, donc les équipes viennent en Europe pour s'entraîner. Donc, MIBR n'a pas autant d'automatisme, surtout tactique, par rapport aux autres équipes. Mais on sent qu'individuellement, il y a des belles choses. Et ils proposent surtout de l'exotisme. Alors, quand j'entends exotisme, j'entends des stratégies qui n'ont pas été vues ou des choses qui pourraient paraître dangereuses, mais au final qui passent. Donc, il y a du renouveau. Il y a des petites choses intéressantes entre le niveau individuel et l'exotisme que peut apporter MIBR. Par contre, les Complexity... Ouais, C'est plus laborieux, quoi. Ouais, alors, j'ai pas employé laborieux. C'est dur, je sais, mais enfin, je vois que en tout cas, ça te. Oui, ça me chagrine un peu parce que les joueurs sont bons, mais les joueurs ne sont pas assez bons pour face à ces équipes-là, tout simplement. Après, Complexity et MIBR, c'est des équipes qui se connaissent. Hein. Clairement, ils se sont déjà prac, c'est une certitude. Ils se sont déjà joués outre-Atlantique. Ça, c'est une obligation. Mais Complexity, il y a de bonnes petites choses, notamment aussi avec Floppy, avec Grim qui, je pense, peut aussi se libérer un petit peu plus d'un poids. Grim parti de chez Liquid, il n'a pas réussi à performer, lui qui était prometteur. On a des Complexity qui, individuellement, peuvent aller chercher quelques rounds, mais tactiquement, on les sent aussi dépassés. Ouais, mais MIBR, tu parlais en attaque, mais en défense, moi, je les ai trouvés absolument parfaits. C'est-à-dire qu'on les a vus sur Dust 2 et en Cyan, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ils ont des principes de jeu, ils ont des rotations collectives, de la proactivité, de très très belles réactions également lorsqu'ils sont un petit peu en difficulté. Il n'y a rien qui dépassait, quoi. C'était parfaitement orchestré. Donc très sincèrement, s'ils arrivent à rester dans cet état d'esprit et dans cette rigueur, pour moi, face au Complexity, ils vont s'en sortir tranquillement. Deuxième match, du coup, qui est certainement le plus attendu pour jeudi, Navi contre Liquid. On parlait d'un Navi qui était un petit peu prenable, en tout cas, et d'un Liquid qui manquait peut-être d'assurance. Est-ce que c'est pas le moment parfait pour aller chercher une victoire clé qui puisse remettre un peu du baume au cœur à l'écurie, à l'hippocampe ou au cheval, en fonction des légendes racontées, Oni? Je pense clairement que Navi risque de s'imposer. Ils vont se faire détruire, Liquid. Ouais, je pense qu'ils vont... Ouais, j'ai pas osé le dire parce qu'on est sur MGG, mais... Et puis tu t'es beaucoup engagé la semaine dernière. Mais tu sais, à un moment donné, Benji, il faut que je nuance. Je dois nuancer mes propos, sinon après, on me dit, ça m'étonne de ta part. Non, mais il faut vendre la légende, quoi. Il faut vendre l'idée que ça peut être aussi le moment de l'exploit, tu vois. Ok, Liquid, je pense qu'ils vont se faire massacrer parce que... Ok, let's go. Passons du coup à la troisième affiche, Ichi contre Big. Qu'est-ce qu'on en pense? Mais ils sont obligés, Navi, sont obligés de les massacrer. Les mecs, c'est les numéro 1 mondiaux. Oui, ça a été la risée de la première semaine. Donc si vraiment ils n'arrivent pas là sur cette deuxième, en mettant les points sur l'île directement face au Liquid, ça va être compliqué pour eux. Donc je pense que la Blade, il a dû leur passer un petit savon quand même. Simple, Boomish et tout se sont, j'espère en tout cas, remis en question. Et je pense que la machine va repartir. Petit retard à l'allumage. Non, mais c'est surtout que là, là, c'est pas un match, là, c'est de l'ego. Là, là, il y a de l'ego parce que tu regardes un peu Simple, ne serait-ce que sur ses streams. Le gars, qui joue un Faceit, qui joue un matchmaking, qui joue n'importe quoi. Il est là juste pour massacrer ses adversaires et les faire pleurer. Voilà, c'est vraiment la mentalité de Simple. Là, il va avoir un match face à Liquid. Ils viennent de se faire sécher. Ils ont fini 4e de groupe. Ça n'aurait jamais arrivé depuis 3-4 ans. Quoi. Voilà, ils sont 4e de groupe. Là, je peux dire, je ne sais pas ce qui s'est passé de leur côté, mais je peux t'assurer que derrière, ils vont revenir avec une... Mais c'est simple, ils vont vouloir massacrer tout le monde. Là, c'est peut-être mauvais pour les autres équipes de les avoir battus, tu vois. Ouais. D'accord. Ouais. S'ils n'ont pas de problème de connexion, je pense que... Voilà, il fallait les faire, 3e au minimum, tu vois. Là, ils sont 4e. Ouais. C'est le début du momentum, du coup. Ah, mais là... Ok. Là, le prochain match de Navi... On entend les paris. Sachez d'ailleurs que le dernier call en date de Oni, c'était évidemment la victoire massacrante de Navi sur l'intégralité du bracket. Donc, mais je l'avais pas suivi. Voilà. Tout comme quand il a dit attention à Big parce que c'est une équipe intéressante parce qu'apparemment il est amoureux de Tapson. Voilà, Big ils se sont fait rétamer, c'était attendu quoi. Attends, la régie me dit qu'il n'y a toujours pas de VOD. C'est génial. On va la trouver, dit-il. Brièvement, Edgenews contre Big, qu'est-ce qu'on en attend de manière globale? Que ça finisse vite. Que ça finisse vite. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Que ce soit pas trop long. Quel enfer, putain. Non mais donnons un peu de grain à moudre aux fans, aux fans de moi Big, je vais t'en donner. Je vais t'en donner parce que je suis un fan. Et surtout, respect pour Evie, quoi. Non mais je suis un fan incontesté de Tapsen, d'accord?
Maintenant, c'est vrai que Big, malheureusement, sur les phases de défense, sur les sites de défense, ça va. Genre, il y a des... C'est bon. Mais bon, en même temps, en ce moment, tout le monde est bon sur les sites de défense. Oui. Voilà, via la méta, il y a la méta M4 silencieuse, on passe les détails, voilà, c'est un truc super, c'est silencieux, ça tire bien, ça tire tout droit, pas de pattern, ça ressemble un peu à Valo. Bon, ça tire plus droit quand même. Mais derrière, Balle perdue, on est là. derrière, on n'a pas de fond de jeu. On n'a pas de fond de jeu côté Big en terreau. C'est la même chose. Ils n'arrivent pas à faire bouger leurs adversaires. On a l'impression que, tu sais, ils sont là, ils se disent, bah vas-y, on fait ça. Bah vas-y, ok, on y va. Ok, ils disent, ah ça marche pas. Bon, vas-y, on fait un truc opposé, tu vois. C'est toujours la même On chose. sent que c'est de l'impro, quoi. C'est des Ouais. plans B, du désespoir. Mais c'est triste. Et je Ouais. suis attristé. Je suis attristé de voir ça. Tapsen, si tu m'entends, Mais en fais vrai- quelque chose. Mais en vrai, comme tu l'as dit, c'est un point faible de beaucoup d'équipes en ce moment, c'est le side data, quoi. Ouais, à part, bah à oui. part quand tu as des ouvreurs exceptionnels qui sont capables de t'ouvrir des BP ou te créer des failles, tu sens quand même que pour beaucoup d'équipes, offensivement, c'est dur. Hein. Alors, est-ce que c'est que la méta ou est-ce que c'est plutôt aussi le travail en défense maintenant, qui est très très bien maîtrisé, mais c'est quand même très très dur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit autant de remontada d'un side à l'autre. Hein. Tu vois Exactement. des équipes maintenant, quelle que soit la map, qui te mettent 12-3 en défense et qui d'ailleurs sont incapables de conclure parce que c'est trop dur. Bah, la victoire de Vitality sur le side CT, hein, tout simplement. La victoire de Vitality sur le side CT. Et 2G2. Voilà, 2G2 également. Voilà, la méta est vouée à malheureusement rester comme ça jusqu'à un futur potentiel changement. Alors, on l'aura peut-être pas maintenant, le changement, mais il est une certitude qu'il va y avoir un nerf de leur part. Ouais. Qu'est-ce que tu vois sur ton retour, Alors, en toute Emma? réalité, je viens de prendre 15 ans. C'est-à-dire que KRL me donnait 35 piges ce matin. Là, j'ai l'impression de passer à 50 puisque je ne vois pas l'overview, hein, tout simplement. Là, on est chez Je l'ophtalmo, le là. devine simplement. Il nous reste très peu de secondes, en tout cas, pour Les gens pour voient, t'en remercier fais pas. tout simplement. On voulait faire une petite review de ce qui se passait après dans le bracket, mais vous voyez, le temps nous manque. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir. On remercie évidemment Benji et Oni de leur présence. Je me remercie également. Passez une très bonne soirée. C'est Versus juste après nous, les bros TPK et Poster et tout le reste de la clique des jeux de combat. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine.